le cirque de Saint-Même. Une merveille naturelle du massif de la Chartreuse. C'est ici, à 900 mètres d'altitude, que le Gué-Vif prend sa source. La rivière traverse les villages de Saint-Même-le-Haut et Saint-Même-le-Bas, puis Saint-Pierre d'Entremont avant de creuser son sillon à travers les majestueuses gorges du Frou, pour rejoindre la vallée et plus loin, le Rhône. La vallée du Gué fut longtemps une région isolée et pauvre. Mais au XIXe siècle, la force motrice de l'eau de la rivière permet l'émergence d'une activité florissante, celle de la tournerie sur bois. 4 enfants du pays, les frères Francillon se lancent dans le métier. En 1882, ils bâtissent une première tournerie à Saint-Même-le-Haut, puis une seconde à Saint-Même-le-Bas en 1905. Ils y fabriquent alors des gourdes en bois et de petits étuis destinés à contenir des parfums et des drogues. Ces boîtes servent notamment d'emballage pour transporter les liqueurs des Pères Chartreux, un ordre religieux installé dans le massif depuis l'an 1084. Plus d'un siècle après sa construction, la tournerie de Saint-Même-le-Bas est toujours en fonctionnement. Y pénétrer, c'est découvrir un sanctuaire bien vivant, où les outils passent de main en main, de génération en génération, où les savoir-faire ancestraux se perpétuent dans les mêmes bruits de courroies en cuir sur les poulies, dans la même atmosphère chargée de sciure. Ce lieu, c'est le cœur battant d'une famille qui a fait du travail du bois sa raison d'être et qui perpétue le rythme lent de l'ouvrage minutieux. Voici l'histoire de la famille Chardon. Au début du XXe siècle, l'arrivée des emballages plastiques porte un coup d'arrêt à la tournerie. Aristide Ray, qui représente la 3e génération familiale, débute l'activité de charpente dans les années 20. Il parcourt le massif à pied, armé de sa hache à équarrir. Son fils, Paul Ray, reprend l'entreprise en 1963. Il reste dans la vallée des Entremonts toute sa vie et ne se marie pas. Il passe beaucoup de temps avec ses neveux, les frères jumeaux Laurent et Éric Chardon, qui découvrent le métier à son contact. Donc déjà, dès qu'on a pu marcher, on était ici, dans la tournerie. Après, bricoler un morceau de bois, clouer une pointe. À partir de 8-10 ans, Paul nous emmenait déjà sur les chantiers et on commençait déjà à grimper une échelle et puis sur le toit. C'est ce qui nous a décidé. De toute façon, on n'a jamais eu de doute sur notre avenir. Nous, notre choix a été vite fait. Dès notre plus jeune âge, on savait déjà ce qu'on voulait faire. Si Paul ne développe pas l'entreprise et limite son activité de charpentier au territoire de la Chartreuse, il conserve le patrimoine familial bâti et les savoir-faire ancestraux tout droit hérités des bâtisseurs du Moyen-Âge. Un trésor culturel qu'il transmet à ses neveux. Paul travaillait à l'ancienne encore, avec pas beaucoup de matériel. Donc les charpentes, on le faisait tout à la corde, avec des chèvres. C'était vraiment le métier comme il se faisait avant. Donc on a eu la chance de travailler encore avec lui de cette façon-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on maîtrise toutes ces techniques anciennes parfaitement et qu'on peut les transmettre à nos enfants. Les frères reprennent l'activité familiale en 1994. L'évolution rapide des techniques de charpente les pousse à se spécialiser en restauration du patrimoine. Il nous fallait donc faire de la charpente traditionnelle pour conserver ses savoir-faire. Autrement, les outils, comme je vous dis, au bout d'un moment, vous les raccrochez et ça devient un musée. Et nous, cette activité, on l'a retrouvée en restauration, en monument historique. Peu à peu, la réputation grandit et les chantiers affluent du plus humble au plus prestigieux. Sur le domaine du château de Visil, par exemple, l'un des trésors architecturaux du Dauphiné, édifié entre la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle par le duc de Lesdiguières, la famille intervient sur la rénovation de la cabane de chasse René Coty, sur le remplacement de la charpente du bâtiment de l'ancienne pisciculture, ou encore sur la restauration complète de l'impressionnante charpente du château entre 2013 et 2014. Les diocèses de l'Isère et de Savoie figurent parmi les clients réguliers de l'entreprise. Ils rénovent de nombreux clochers comme celui d'Entremont-le-Vieux, des monastères comme Pictière à Saint-Laurent-du-Pont ou encore Notre-Dame de Chalais à Vorep.
La famille Chardon entretient des rapports amicaux avec les pères chartreux, dont ils rénovent le monastère par chantiers successifs depuis des années. Début 2000, les frères sont obligés de se réorganiser suite à 2 accidents au cours desquels Laurent se fracture la colonne. Donc là, ma première partie de ma trentaine d'années, ça n'a pas été un peu des années un peu foutues, quoi. Alors je me suis retrouvé après un peu plus au bureau à faire des devis. Et puis Eric, depuis ces années-là, il a un petit peu laissé tomber le bureau pour se consacrer uniquement au chantier. Bon, ça l'arrange bien aussi dans un sens. L'entreprise est majoritairement consacrée à la charpente, qui représente 70% de l'activité, et à la couverture zinguerie, pour 30%. Mais opérer en restauration du patrimoine implique de maîtriser de nombreuses techniques parallèles. Autour de ça, on a quand même la partie tournerie qui se rajoute. Et aujourd'hui, on fait des pièces tournées pour nos chantiers. Et puis à côté de ça, avec un patrimoine et monument historique, on a toujours des petits à côté. Donc on fait un petit peu de maçonnerie traditionnelle et puis un petit peu de forge. C'est pour faire toutes nos pièces de liaison. En monument, on refait des croches, on peut refaire des pentures, on fait pour des portes. Et puis aussi bien pour faire un outil particulier, un jour, si pour un chantier on a besoin d'un outil particulier, on le fabrique. Ça permet d'être toujours autonome et d'avoir rien à demander à personne. L'entreprise compte une vingtaine de salariés et la relève est déjà là. Les enfants de Laurent, Baptiste et Éléonore, et les fils d'Éric, Adrien et Clément. Ils représentent la 6e génération destinée à reprendre le flambeau. Ouais, et puis mettre tous les rayons pour pouvoir ranger et mettre en place le matériel. Un petit bout d'appentis, Clément, ça fait peut-être bien 6 mois ou 1 an que je te dis de le tracer. Ah, on avait dit qu'on y ferait peut-être faire Surbooké par le boulot. Le boulot, t'as dit ? Le boulot, t'as dit. À la place de pousser la chansonnette toutes les semaines. Comme j'expliquais au photographe là tout à l'heure, je lui disais la chansonnette ça fait partie des traditions. Non mais si on enlève la chansonnette, c'est plus pareil. Chez nous le cochon, il a le cul noir. Chez nous le cochon. Clément, c'est la bille comme on dit ici. Celui qui aime chanter donc et amuser la galerie. Baptiste, c'est le calme, la force tranquille. Adrien, le dur à la tâche, le lève-tôt, et Éléonore, l'oreille attentive. Depuis que les enfants sont petits, la famille se réunit le samedi pour traiter les affaires en cours. Ouais, on a toujours fait un peu des petites réunions. Alors on s'assoyait là dans la tournerie à côté du poêle et puis pour discuter des chantiers à venir et puis des choses vraiment ce qui concerne la famille pour l'évolution de l'entreprise. Donc après, on leur a demandé quand même depuis assez tôt, déjà savoir la tendance, savoir ce qu'ils pensaient faire à l'avenir, s'ils pensaient rester dans l'entreprise pour continuer ou pas. Tout comme leur père, les enfants baignent dans l'univers de l'entreprise dès le plus jeune âge. Alors le choix semble naturel. Baptiste ouvre la voie. Passionné de charpente, il endossera la responsabilité de ce pôle de l'activité. En plus du métier de charpentier, Adrien se spécialise en couverture zinguerie. Il assumera cette compétence. Clément, le 3e, fait preuve de talent pour la tournerie. Il prendra en charge cet aspect et aidera Baptiste à la charpente. Pour Éléonore, c'est plus compliqué. Difficile de trouver sa place au milieu des garçons qui sont déjà très décidés. Les réunions, moi, ça m'énervait vite parce que tout le monde savait ce qu'il voulait faire, sauf moi. J'étais plus partie dans les enfants. Donc j'ai fait mon stage de 3e en observation chez une nourrice. Et en fait, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas. Alors que la fin de sa classe de 3e approche, Éléonore reste indécise. C'est alors que Laurent a une idée. Au printemps, je crois que c'était courant avril, donc j'avais invité l'agence RLA, donc c'est une agence d'architecture de Lyon. Et donc ils sont venus sur une journée, en semaine, pour visiter l'entreprise. Et donc j'ai proposé à Éléonore de lui faire sauter une journée d'école, de cours, pour venir passer la journée avec nous. Le métier s'est féminisé au cours des dernières décennies. Éléonore échange avec des femmes architectes et c'est une révélation. Suite à cette journée, dans les 15 jours qui ont suivi, Éléonore avait fait son choix.
La jeune femme se forme dans le management et l'économie de la construction en alternance à l'entreprise. Sors-moi le prix donc, déjà sur la fourniture bois pour un ventail. Donc là, on est au mètre cube. Hein. On est à 1750 € pour 1 mètre cube de bois. Donc toi, tu as combien de mètres cubes, Éléonore? 0,355. Allez. Mais là, je fais ça fois. Et bah ton prix Le prix, là. oui, Éléonore. Oui, mais je suis pas sûre. T'es pas sûr. On l'a fait des dizaines de fois. Oui, mais bon. « 621. Allez, marque, écris à mesure. Faut tout écrire. Je marque. Chiffrage, esquisse, métrage, plan, suivi de chantier. Éléonore apprend le métier avec son père pour un jour prendre sa place en tant que gérante. À l'entreprise Chardon, le grand chantier du moment, c'est la buvette Cachat à Évian-les-Bains. Un bâtiment art nouveau exceptionnel, bâti en 1904 par les eaux d'Évian pour accueillir les curistes à 2 pas de la source Cachat, le point d'origine de l'eau la plus vendue au monde. Alors ici, on se trouve dans ce qu'on appelle la buvette Cachat, une buvette qui accueillait au début des années 1900 une clientèle assez aisée qui venait se soigner, puisqu'on a découvert dès 1808 les vertus curatives de cette eau. Et là, on est dans le lieu où ils recevaient leur dose d'eau, si je peux dire comme ça, pour faire leur cure, se soigner. Ils étaient tous malades à l'époque, en grande partie de ce qu'on appelle la gravelle, hein, les calculs rénaux. Et en fin de compte, l'eau d'Évian était très bonne pour soigner ce type de maladie. La buvette Cachat, c'est un héritage de la grande époque du thermalisme évianais. Dans ce tiers-lieu avant l'heure, on pouvait faire son courrier, acheter le journal, prendre ses tickets pour le train, jouer aux cartes. Lorsqu'il parcourt ce lieu, Jean-Pierre Amadio, adjoint à l'urbanisme à la mairie d'Évian, n'a de cesse de s'émerveiller. Alors, ce site, il est exceptionnel par sa beauté, déjà. On a un bâtiment qui est construit sur un soubassement en pierre, et toute la structure, tout ce qu'on voit où on est actuellement, que ce soit le clos couvert, qui est la grande coupole, le grand promenoir, est totalement fabriqué en bois et d'une finesse incroyable. Elle aurait pu être faite en chêne, mais non, là, elle est faite uniquement avec du sapin et du mélèze. En 2021, la mairie d'Évian, désormais propriétaire du site, lance un chantier pharaonique pour la restauration du bâtiment. Conçu par l'architecte Albert Hébrard, c'est un chef-d'œuvre de l'art nouveau tout en courbe et contre-courbe. La charpente du grand hall est inscrite au monument historique et pour cause, sa coupole culminant à 17 mètres de hauteur défie les lois de la gravité. D'habitude, ce type d'ouvrage est conçu en métal pour des questions de portance. Ici, les compagnons suisses-allemands qui ont conçu le bâtiment ont poussé l'art de la charpente aux limites du réalisable, ce qui en fait un site unique en France. Peu d'entreprises ont le degré de qualification nécessaire pour mener un chantier d'une telle envergure. C'est l'entreprise Chardon qui obtient les lots charpente et couverture, soit 2 années de travail. Donc là, là, on est sur une restauration. Donc c'est-à-dire qu'on conserve le maximum de bois, tous les bois qui sont sains. Vous voyez, donc là, on a repris donc, le dessin de charpente de pratiquement la totalité de la buvette. Et vous voyez, toutes les pièces qui sont plus sombres, c'est toutes les pièces qui ont été changées. Les pièces qui sont plus claires, donc ça, c'est les pièces qui sont conservées. Et on retrouve aussi, à certains endroits, des pièces qui sont d'une autre couleur, là, qui sont légèrement marron. Donc ça, c'est toutes les pièces qui ont été restaurées. Et on peut voir après sur les poteaux, voilà, les poteaux donc, qui servent aux descentes de charge. Voilà, toutes les pièces qui ont été remplacées. Les principaux dégâts sur le bâtiment sont dus à des infiltrations d'eau au fil du temps, particulièrement visibles sur les poteaux. Eric supervise ses équipes sur le chantier depuis 1 an et demi. Une part importante du travail a consisté à remplacer les pièces abîmées. Donc, vous voyez un poteau comme ça qui était pourri en pied, là. On a commencé par faire un étaiement pour pas que la charpente baisse. C'est-à-dire qu'on a mis un poteau provisoire à côté. On a relevé un petit peu pour soulager un peu le poteau. Et puis après, on a coupé tout ce qui était mauvais. Voilà, tout ce qui était pourri. Donc vous voyez, là, on a remis des petites pièces. Vous voyez le joint ici. Donc sur ce poteau, on a changé juste une pièce de 1 mètre de long.
La partie pourrie, dessus le bois était sain, donc on ne touche pas. Le bois employé à l'époque de la construction était de première qualité. Pour le remplacer, Eric utilise exclusivement de la première bille, c'est-à-dire le bois de la partie basse de l'arbre. Plus dur, plus droit et moins susceptible d'avoir des nœuds. Revenu à l'entreprise il y a moins d'1 an après 3 années en tant qu'apprenti chez les compagnons, Clément, le cadet des garçons, se mesure à son premier chantier en autonomie, restaurer la tour de l'horloge de la buvette Cachat. Donc le clocheton, quand je suis arrivé, il était affaissé, il avait descendu d'environ 3-4 cm dans les angles à cause d'une erreur de conception qui avait été faite auparavant. Donc les efforts de la charpente étaient renvoyés là sur les décors. Et ça, au niveau reprise de charge, ça marche pas. Donc il faut renvoyer les efforts sur les murs, ce que je vais faire en changeant un peu la conception de la charpente. Clément relève le clocheton à l'aide de cris et met en place des poteaux temporaires, remplacés à terme par des renforts de charpente refaits à neuf. Une fois le bâtiment redressé, il retire les pièces pourries et peut entamer la restauration des pièces abîmées. Donc ce qui se passe, c'est que cette pièce, comme on peut voir, elle a bien pourri. Donc pour la changer, au lieu de changer la totalité de la pièce, je vais utiliser cet assemblage à trait de Jupiter pour conserver au maximum et changer que la partie pourrie de la pièce. Donc le trait de Jupiter, c'est un assemblage à crochet, comme on peut le voir ici. Donc là, j'ai fait le gabarit et j'ai fait l'entaille à crochet du coup sur la pièce neuve qui va revenir au bout à cet emplacement-là en fait. Et là du coup, le crochet, il faut que je reproduise le même, mais sur la pièce qui est déjà existante. Donc la pièce va venir assembler comme ça, à crochet, dedans. Et puis le jour qui est au milieu va être comblé par une clé en chaîne. Ça va me tenir l'assemblage. Alors là, j'ai fini de tailler le trait de Jupiter sur la pièce existante. Donc là, j'ai ajusté l'autre dessus. Donc elle est déjà taillée, mais j'avais laissé un peu de bois justement parce qu'il y a toujours une retouche ou du bois en trop ou à laisser. Il commence à faire chaud là. Là, il est presque fini. J'ai un coup de scie à repasser dans la coupe dessous là et un coup dessus. Il va aller à plaquer comme il faut et après je rentre les clés en chaîne et l'assemblage est bridé. Pendant que Clément travaille, Eric n'est jamais loin pour donner un conseil ou deux. Doucement là, t'en as pas trop en enlever. Hein. Ça va, tu veux les bouchoirs aussi? Non, non, je te laisse faire. Je m'en vais. Ouais. Ça t'as plus besoin de moi. Voilà. Et même si le fils renvoie parfois le père à sa tâche, il n'oublie pas la chance de bénéficier de ses conseils. C'est très enrichissant de travailler avec mon père parce que j'apprends énormément. Moi, j'essaye de me débrouiller un maximum, mais il y a toujours un moment où je vais être bloqué et je vais avoir besoin du patron. L'autre grand pan du chantier, c'est la restauration de la toiture de la buvette. Et ici, c'est Adrien, l'aîné d'Eric, qui est à la manœuvre. Adrien, tu viendras nous aider après? Il a fallu retirer 30 000 tuiles du toit et l'ensemble de la couverture en cuivre d'origine pour entamer son remplacement avec les mêmes matériaux et les mêmes méthodes traditionnelles. Aujourd'hui, Adrien s'occupe du lanterneau, c'est-à-dire le sommet de la buvette. Là, je suis en train de couvrir le lanterneau de la buvette Cachat. C'est plein de petits versants qui font un peu la demi-lune, qui se rencontrent en un seul point. Du coup, j'ai 12 petits versants qui viennent se rencontrer, qui partent coniques et qui se rencontrent à un point fixe. Le travail consiste à recouvrir toute la toiture de feuilles de cuivre. La difficulté de l'opération réside dans la forme du lanterneau, tout en courbe. Pour que les pièces s'adaptent à la forme du toit, Adrien doit cintrer les feuilles parfois dans deux sens, ce qui rend la forme indéveloppable,
c'est-à-dire qu'on ne peut pas la dessiner sur papier. Ce travail de précision commence par la prise de cote. Je fais ma prise de cote, suivant où je suis, que ce soit sur des bagues, des moulures. Je prends ma prise de cote, après je descends tout dans notre petit atelier qu'on s'est fait en bas au rez-de-chaussée du chantier. Et c'est là que j'ai attaqué, je vais prendre ma feuille de cuivre et j'ai allé façonner mon morceau qu'il me faut pour aller sur le toit. À la place de découper et souder, je vais faire ce qu'on appelle un pli en coin de mouchoir. Tout simplement, j'ai mes 2 angles, j'ai tracé la bissectrice et je suis un pli à ma bissectrice et ça va me faire comme quand on plie un mouchoir. Et ça évite une soudure et c'est totalement étanche. Et voilà, ça fait le pli en coin de mouchoir, voilà, qui est totalement étanche et ça évite d'avoir une soudure apparente, qui est tout aussi jolie. Ensuite vient l'étape du cintrage à l'aide d'un outil mécanique. Il ne restera plus qu'à poser la pièce. La nouvelle couverture devrait faire son travail pour les 120 à 140 prochaines années. Un chantier d'une telle richesse technique ne se présente qu'une seule fois dans la vie d'un couvreur. Une chance pour Adrien donc de s'y atteler en début de carrière. Voilà, ça va faire 1 an et demi que je suis sur le chantier et franchement, par rapport au niveau que j'avais quand je suis arrivé, en 1 an et demi, j'ai beaucoup progressé. Au départ, on appréhende toujours un petit peu avant d'attaquer. Mais une fois qu'on a les petites combines, on attaque doucement, on découvre comment faire. Et petit à petit, après, on y arrive et c'est toujours satisfaisant de se dire ah bah tiens, ça au départ, je pensais que jamais j'allais réussir. Et qu'à la fin, on voit qu'on a réussi l'ouvrage. Si Eric et ses fils sont à pied d'œuvre à la buvette Cachat, à l'entreprise, Baptiste n'est pas en reste. Après avoir restauré et façonné de nombreuses pièces de charpente pour le chantier, il travaille à recréer un clocheton totalement disparu à partir de quelques plans grossiers et de photographies anciennes. Voilà, donc ça c'est les photos par exemple d'archives qu'on a trouvées. Le premier clocheton qu'on est en train de faire, c'est celui-ci, qui est vraiment aligné dans la façade du bâtiment. Le deuxième qui est identique, donc celui-ci sortira à la 2e tranche. Donc l'appel d'offres n'est pas sorti encore. C'est à partir de ces photos-là et de ces petits détails qu'on devine même presque à des endroits où on peut retranscrire sur le dessin. Il aura fallu 1 semaine de travail pour parvenir à recréer le plan du clocheton et sa fabrication s'annonce au moins aussi complexe. Toute la beauté, mais aussi la difficulté de l'ouvrage éviané tient dans la profusion de ses volumes courbes. Le clocheton est un assemblage raffiné qui tient plus de la menuiserie que de la charpente. Alors aujourd'hui, on va s'occuper donc des arrêtiers. On va au moins essayer d'en sortir un. Donc les arrêtiers, c'est ces pièces-là. Voilà, c'est les pièces d'angle en fait qui font raccord entre les versants. Situé à la jonction entre 2 versants du toit du clocheton, l'arrêtier présente 2 faces différentes. Celle de droite est courbe, mais sur un seul plan, donc facilement traçable à la machine. Celle de gauche, par contre, raccorde avec un versant en cuillère. Elle est de forme hélicoïdale. Pour parvenir à tracer cette face, Baptiste prend les côtes à partir du logiciel et trace ce qu'on appelle des ramènerais sur la pièce. Alors tout d'abord, j'ai tracé des ramènerais. Donc un ramènerais, c'est un plan de niveau que j'ai reproduit ici tous les 5 cm. Donc tous les 5 cm, j'aurai un plan de niveau jusqu'au sommet. Et sur ces plans de niveau, donc, j'ai trouvé mes cotes et chaque cote est différente. En fait, ces cotes vont me servir à tracer ma courbe hélicoïdale. Donc jusqu'en bas, sur chaque ramènerais, j'ai une cote différente qui s'agrandit. Plus je descends, plus ma cote s'agrandit, car en bas, la pente est moins importante. Une fois les pièces de bois taillées, on va relier nos deux traits en enlevant la partie de bois de trop. Baptiste coupe l'épaisseur de la tranche au niveau de chaque point de repère, puis, à l'aide d'un ciseau à bois, il va délarder,
c'est-à-dire enlever cette épaisseur. Quand on trace une pièce de bois, les coupes sont déjà dessinées dans nos têtes, c'est-à-dire que l'orientation de la pièce est déjà faite et on sait où on va, on sait ce qu'on trace et à quoi ça va ressembler dans le futur. À seulement 23 ans, Baptiste s'est constitué une solide expérience de la charpente. Enfant, son père l'emmène déjà sur les chantiers. Alors là, dans cette pièce, j'ai fait un trou. Enfin, oui, j'ai fait une mortaise. À 12 ans, il pose une pièce qu'il a entièrement fabriquée dans la charpente du château de Visil. À 14 ans, il part en apprentissage. À 18, il obtient le prix du meilleur apprenti charpentier de France. De retour dans l'entreprise depuis 3 ans, il gère ses propres chantiers en autonomie. Voilà, on a notre arrêtier, la courbe est bonne, notre délardement en hélice est fait, encore 7 dans le même genre, et puis après, direction le levage à Évian. Dans les lots attribués à la famille Chardon pour la buvette Cachat, il y a également celui de la menuiserie. Rentré du chantier pour le week-end, Clément tourne une pièce qui viendra agrémenter la façade de la buvette. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est une boule tournée qui va à la buvette Cachat à Évian-les-Bains. Donc là-bas sur le chantier, il y en a des boules comme ça, il y en a énormément. Donc il y en a certaines qui avaient pourri avec le temps et d'autres qui avaient disparu même, on ne sait pas où elles sont passées. Donc là, j'en ai 3 à refaire comme celle-là. Donc il y en a déjà 2 qui sont tournées là-bas et là, c'est la dernière qui me reste à faire. Donc je vais la faire aujourd'hui avec vous. Il commence par dégrossir la pièce de sapin, ce qui s'appelle tirer au rond, c'est-à-dire la réduire à son diamètre maximal pour ensuite pouvoir la travailler. La gouge, on sent qu'elle tape encore, donc ça veut dire qu'il me reste un petit carré. Une fois égalisé, il mesure les différentes parties du modèle et les marque sur la pièce. Puis, à l'aide de compas, il prend les profondeurs et les diamètres des gorges et des arêtes. Là, je vais faire une petite passe de dégrossi. C'est tous ces mouvements-là qu'il faut apprendre dès le début pour faire des belles courbes. Donc ouais, j'attaque droit, je prends le copeau, et après, le but, c'est d'amener le copeau jusqu'au bout de sa forme. Et là, c'est ça le plus dur, là, c'est qu'il faut faire suivre la gouge. La tournerie représente une petite partie de l'activité de l'entreprise, pourtant, elle revêt une grande importance au sein de la famille. Garder ce savoir-faire vivant, c'est entretenir le lien avec les anciens. Bon, la tournerie, je l'ai découvert depuis tout jeune déjà, je viens là-dedans, je vois le tonton qui venait tourner là, je le vois faire, donc déjà rien que de regarder, ça m'a donné cette envie d'essayer après un moment. Jusqu'à la fin, il descendait tous les jours là à la tournerie. Il nous disait, allez, viens petit, il mettait le tabouret, puis il se mettait derrière nous, il nous disait comment faire. Du coup, on avait déjà eu tourné quelques verres, des machins comme ça. Et puis, du coup, on a tous commencé sur le tabouret qu'il y a là-bas. C'était déjà le tabouret que mon arrière-grand-père avait fait pour mon grand-oncle. C'est des bons moments partagés avec lui. Moi, je me souviens aussi qu'il gueulait beaucoup. Moi, je me prenais pas mal de savonnet. Mais bon, c'est tout des bons souvenirs qu'on garde là dans la tournerie, oui. Clément commence à tourner à l'âge de 7 ou 8 ans. Verre, bol, maquette, il se retire souvent dans la tournerie pour laisser aller ses mains sur le bois. En fait, tu te vides la tête, t'es tout seul dans ton travail, il n'y a personne qui est là de dire quoi faire. C'est vraiment ton œil et ton ressenti, en fait, c'est ce qui fait ton objet, quoi. Ah. Tiens. Ça y est ? C'est bon. La boule est terminée. Je vais la mettre avec les autres. Et puis après, il y aura du travail du coup de sculpture un peu à la gouge et au ciseau pour faire les facettes là et puis dans la gorge. Les boules pourront rejoindre Évian où elles participeront à rendre à la buvette Cachat son visage d'antan.
Aujourd'hui, les entreprises capables de réaliser un chantier de la complexité de la buvette Cachat se comptent sur les doigts d'une main. Dans la grande majorité des entreprises de charpente, les technologies ont pris le pas sur les savoir-faire ancestraux, la construction neuve sur la rénovation de l'ancien. Ils ont une facilité et puis ils ont un rendement qui est bien meilleur parce que c'est taillé, c'est déjà tracé sur logiciel. Après, les logiciels sont transmis sur une machine de taille et c'est une machine qui taille, une machine numérique. Les assemblages traditionnels sont tous supprimés. On est dans un monde où tout va vite. Donc les entreprises, elles sont là-dedans, elles sont dans un engrenage où elles ne peuvent plus s'arrêter. C'est que chaque année, il faut faire un tant de chiffre d'affaires, il faut dégager du bénéfice. Tandis que nous, si on fait un travail, il est fait pour certaines choses pour des centaines d'années, 300-400 ans ou 500. Donc on n'est pas un mois près pour le finir. Donc on a souvent des petits problèmes de délai quand même. Mais pour faire des belles choses, on ne peut pas faire des belles choses en allant vite. Il faut un temps pour façonner des pièces. Il faut un temps pour tailler du bois. Donc voilà, ce n'est pas des entreprises où on va leur dire vous commencez le 1er janvier, le 31 décembre, c'est fini. Parce qu'il y a toujours une part d'inconnu. Et puis en fonction de ça et en fonction des techniques qu'ils doivent mettre, ça travaille plus lentement. Mais par contre, à aucun moment, il y a une baisse de qualité dans le travail. Prendre le temps du travail bien fait, une logique à contre-courant qui se traduit par des coûts forcément plus élevés. Avec un budget de plus de 10 millions d'euros pour 4 années de travaux, les sommes nécessaires à la restauration de la buvette Cachat ont d'abord fait grincer quelques dents. Lorsqu'on a soumissionné, les entreprises qui se sont senties en capacité de répondre ont répondu en fonction de leur savoir. Et donc tout ça, une fois qu'on additionne tout ça, on arrive à des montants qui effectivement sont des montants qui, en première lecture, nous ont paru vraiment exorbitants. Mais comme on n'avait pas de référence. Donc on a ressollicité ces mêmes entreprises de recalculer une deuxième fois et une troisième fois. Et à un moment, il y a la réalité des choses. La réalité, c'est de dire, nous, on a fait sur des estimations, on estime que, et on arrive à des montants. Eux, ils ont fait leurs calculs sur leur savoir. Et donc, effectivement, oui, c'était plus cher. On était sur la première tranche, pratiquement 50% plus cher. Mais c'est quoi la réalité et c'est quoi qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut en finalité? On veut un bâtiment comme il est unique, on veut qu'il soit restauré dans les règles de l'art, avec des sachants qui maîtrisent tout, le savoir, qui maîtrisent leur boulot, pour que nous, on ait une garantie que ce qu'on va investir dedans, d'abord, c'est bien investi, et puis que quelque part, on repart sur la durée. Le temps de la restauration du patrimoine n'est pas celui de la course à la rentabilité. Le travail s'inscrit sur la temporalité des siècles. C'est dans ces conditions que les savoir-faire ancestraux peuvent perdurer. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est merveilleux dans l'entreprise de Chardon, c'est qu'il est là, il y a son frère, ses enfants qui sont là, et on les voit travailler. Et on voit aussi que déjà, il y a eu un transfert de savoir sur les enfants de M. Chardon et aussi sur ses employés. Parce que quand on les voit travailler, comment ils maîtrisent aussi bien le façonnage des cuivres, le façonnage du plomb, que ce soit aussi bien comme ils façonnent les pièces de bois, voilà quoi, je veux dire, on a une chance incroyable d'avoir des entreprises comme ça. Et quand on voit qu'aujourd'hui, à la vitesse où on perd le savoir, pouvoir compter sur des entreprises comme ça, c'est pour nous un gage de sécurité et de qualité d'ouvrage. Mais il ne suffit pas de faire de la restauration du patrimoine pour garantir la préservation des savoirs. Dans les entreprises, celui-ci est souvent détenu par un noyau d'anciens qui le transmettent aux nouvelles générations au fil du temps. Problème, les jeunes ont de plus en plus la bougeotte. Les jeunes, on ne peut pas les former parce qu'ils sont là et après ils repartent. Nous, on y voit au niveau des apprentis, on forme des apprentis toutes les années. Mais aujourd'hui, des apprentis qu'on a formés, qui sont restés chez nous, on en a eu combien là? Aujourd'hui, on en a un. Ça, c'est la mort des entreprises pour les années futures. Parce que les anciens vont partir et derrière, ça sera le vide complet. Dans ce contexte, avoir 4 enfants dans l'entreprise est un gage de pérennité. Là, ils vont pouvoir poursuivre l'activité complète entre la charpente, la couverture, un petit peu de maçonnerie, la forge, après le travail au bureau avec Éléonore. Donc les 4 enfants vont pouvoir chapeauter tout ça. L'entreprise, elle va pouvoir continuer avec, comme on l'a amené aujourd'hui, avec le même savoir et la même transmission après. Transmission, génération, ancien, ces mots forment le cœur du vocabulaire des Chardons.
Une obsession qui ne se limite pas au domaine du savoir-faire, mais s'étend également à celui d'un patrimoine naturel. La Chartreuse est connue pour son climat humide et rigoureux. Dans les forêts épaisses qui prospèrent sur le massif, de nombreuses essences de feuillus et de résineux cohabitent qui donnent des bois particulièrement robustes. C'est ici, dans ces sous-bois, que la famille Chardon tisse un lien indéfectible avec son environnement. Enfants déjà, Éric et Laurent y viennent avec leur oncle pour entretenir les parcelles et couper le bois nécessaire au chantier. La forêt, elle a fait vivre la famille depuis chaque génération. Donc la forêt, elle fournit du bois pour se chauffer, du bois d'œuvre. Et puis bon, la forêt, c'est un endroit où on est bien, quoi. La forêt, pour moi, c'est une passion. C'est vraiment une passion. Et je me sens bien en forêt parce que on retrouve le calme, la sérénité, vraiment, c'est vraiment important. De la famille, les frères héritent 37 hectares de forêt morcelés en une multitude de petites parcelles, à force d'avoir été divisés entre les enfants à chaque passage de génération. Laurent et Éric créent un groupement forestier pour empêcher que cela se reproduise, et depuis une vingtaine d'années, ils rachètent patiemment de nouvelles terres, ou font des échanges avec d'autres propriétaires pour reconstituer des parcelles plus grandes, et donc plus simples à gérer. Le groupement compte désormais 120 hectares de terre. Oui, il y a vraiment des beaux sapins là. Ouais. Regarde cette pièce là, ce sapin là qui est. Oui, on a un fût qui est vraiment droit là. Et pour entretenir ce patrimoine, la famille applique la méthode des anciens. Prendre le temps de l'observer, ne prélever que le nécessaire. C'est nos anciens qui travaillaient comme ça, on disait qu'ils travaillaient par jardinage, c'est-à-dire qu'une forêt, c'est un jardin. Donc on vient, alors bien sûr, ça ne pousse pas comme une salade, à la même vitesse. Donc une forêt, on travaille sur plusieurs générations. Nous, on va récolter les bois que nos parents, grands-parents et arrière-grands-parents nous ont laissés. Et nous, le travail qu'on fait aujourd'hui en forêt, c'est pour à nos enfants et puis petits-enfants qui arriveront derrière. Je veux dire, on travaille sur plusieurs générations. Là. Aujourd'hui, on appelle cette méthode la futée irrégulière. La futée irrégulière, c'est une multitude d'essences dans une même forêt. Nous, on a des forêts mixtes, c'est-à-dire qu'on a sapin épicéa souvent mélangés. Et par-dedans, on a du feuillu, ce qui est très important aussi, ce qui permet de renforcer les forêts, la parcelle au niveau des maladies. C'est des futaies où on a toutes les générations. Donc on va avoir les bois qui arrivent à maturité, si on peut dire, qui vont être prêts à récolter. Après, on a les bois qui seront récoltés dans 10 ou 15 ans, et ainsi de suite, avec vraiment la jeunesse, après les petits sapins, les petits épicéas que vous voyez dans les sous-bois qui poussent. La futée irrégulière, c'est un peu l'inverse de ce que préconise la sylviculture industrielle. Planter une seule essence en rang et effectuer des coupes rases lorsque le bois arrive à maturité. C'est un mode de coupe où c'est des prélèvements faibles, mais répétés plus souvent. Donc dans une forêt, on va prélever quelques pièces qui sont à maturité, qui sont bonnes à être enlevées. Et puis après, on reviendra 8 ou 10 ans après, en faisant le même type de coupe. Donc à chaque fois, on enlève quelques pièces, on ramène de la lumière, on laisse pousser les jeunes. Et voilà, dans une forêt, on retrouve toutes les générations d'arbres. Et les bois de mauvaise qualité sont tronçonnés et laissés en forêt. En se dégradant, ils nourriront les sols et serviront d'habitat à toute une biodiversité. Car une forêt vivante est terriblement précieuse pour un territoire et ses habitants. C'est un immense réservoir d'eau qui restitue son humidité sous forme de pluie, limite l'érosion et sert de refuge à la vie sous toutes ses formes. Meilleure est sa santé, et mieux elle sera armée pour affronter les bouleversements climatiques déjà à l'œuvre. On a vraiment vu la différence depuis l'été 2022 qui a été très sec, où là on a vraiment des places, des bois qui ont séché sur pied, et puis donc il y a pas derrière pareil la maladie, parce que le bostriche, les scolites, ils arrivent sur les bois faibles. Donc on a un été très sec, ça affaiblit les bois et derrière ils prennent la maladie. Voilà, parce qu'un bois qui est en pleine santé, il prendra plus difficilement le scolite. D'accord, donc là on va abattre les 3 épicéas scolités, là, donc c'est les 3 qui sont derrière nous là. Donc on verra si on peut les verser. Je pense qu'on pourra mettre 2 pièces dans le chemin là, et puis peut-être qu'il y en a une
Une fois la place dégagée, on pourra peut-être verser de ce côté là. Le scolyte n'est pas à proprement parler une maladie, mais un petit insecte qui se nourrit de bois. Il fait des ravages dans de nombreuses forêts françaises. Multiplier les essences est encore la meilleure manière de lutter contre ce ravageur. Tiens Baptiste, tu peux venir? On va abattre cet épicéa. Donc toi c'est un épicéa scolyté là, donc il faut enlever. Hein. Il est sec complet hein, jusqu'à la tête. Hein. Et puis là on a les écorces qui partent. On a déjà les champignons qui poussent en pied. Ah, ça doit être bien donc, jaune. Hein. Ça veut dire qu'il est sec au moins de 2 ans. Hein, on est au moins sur la 2e année. Ouais. Donc bon, c'est des pièces qu'il faut enlever, qui n'ont plus aucun intérêt de rester en forêt. J'espère qu'il ne va pas se briser en arrivant en bas, on verra. Tiens, tu peux me passer ma tronçonneuse, s'il te plaît? Pour entretenir ce précieux patrimoine que sont les forêts du massif et mettre en valeur la qualité de ces bois, le parc naturel régional de Chartreuse initie la création d'une appellation d'origine contrôlée. Elle réunit l'ensemble des acteurs de la filière autour de la table qui détermine un cahier des charges exigeant. Les chardons sont partie prenante de ce processus. On a mis 20 ans pour avoir une AOC, ça a été la première AOC sur un produit qui ne se mange pas ou qui ne se boit pas. Donc on a un bois qui est très résistant mécaniquement, donc c'est un très bon bois de charpente. Donc ça c'est dû au climat donc, du massif de Chartreuse, hein, au sol, et sur au terroir, et puis des massifs qui sont quand même très arrosés, très humides, voilà, qui font qu'on a un bois d'une très grande qualité. Épicéas et sapins AOC sont issus de forêts des montagnes de la Chartreuse gérées en futaies irrégulières. Ces bois massifs, destinés à la construction, sont sciés en local. La coupe s'effectue en débit sur liste, c'est-à-dire sur mesure et non à des tailles standardisées comme c'est le cas généralement. Les chardons utilisent toujours ce type de coupe puisqu'en rénovation du patrimoine, rien n'est standardisé, mais les scieries capables de travailler de cette manière sont de plus en plus rares. Quand on a commencé, on avait 2 scieries ici dans le village. Là, sur les 2 scieries, il n'en reste plus. Donc il n'en reste plus qu'une sur la vallée du Gué où ces dernières années, elle avait un peu des difficultés à nous servir en bois. Donc cette entreprise-là, si demain il lui arrive quelque chose, nous on se retrouve, on n'a plus de fournisseurs. Donc nos chantiers s'arrêtent en même temps. Donc avant de se retrouver, disons, coincés et de ne plus pouvoir s'approvisionner en bois, c'est pour ça qu'on prend un petit peu les devants. En 2015, les chardons rachètent la scierie à Saint-Pierre-d'Entremont. Pendant plusieurs années, le bâtiment de 1600 mètres carrés sert principalement d'entrepôt de bois, mais face à la difficulté d'approvisionnement, ils décident de relancer l'activité de scierie en débit sur liste. Pour accueillir l'arrivée prochaine des machines, la famille fait des heures supplémentaires le week-end. Baptiste a déjà entamé les formations obligatoires pour travailler en scierie. Donc nous voilà à l'extérieur et maintenant il faut imaginer la scie, le corps principal du bâtiment rallongé de 15 mètres. Donc ça viendrait à peu près ici quoi. L'aîné des enfants se chargera de lancer l'activité, puis il faudra recruter des salariés pour prendre le relais. À terme, la scierie permettra de sortir des pièces de 18 mètres de long contre 10 mètres chez la majorité des concurrents. Elle fournira du bois pour l'activité de la famille et au-delà. Les chardons maîtriseront ainsi l'ensemble des étapes de la filière bois. Donc là oui c'est ça, on va gérer la partie sylviculture avec l'abattage, le débardage des pièces de bois, la partie sciage, le travail de la pièce de bois niveau charpente, et puis jusqu'à la pose en fait. Ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui soient capables de faire ça à l'heure d'aujourd'hui. Le tout avec du bois local de Chartreuse en AOC souvent. Difficile d'imaginer filière plus courte et meilleur argument de vente. Sur certains marchés, on passe plus facilement avec un circuit court comme ça au niveau de nos bois. Tout en étant plus cher, on a le marché. Les gens ne regardent pas forcément le prix après. Ils vont regarder un circuit court, c'est l'écologie, c'est économique. On arrive à sortir des chantiers sur des marchés publics comme ça. Plutôt que de jouer selon les règles économiques en vigueur,
les Chardons tracent un chemin alternatif, loin de la grande accélération généralisée. La famille vit selon un modèle étonnamment désuet et pourtant profondément résilient. Les pieds fermement ancrés sur un territoire, le massif de la Chartreuse, ils récoltent les fruits semés par les générations qui les ont précédés et sèment pour celles qui suivront. Pour autant, faire grandir l'entreprise ne les intéresse pas. L'avenir de l'entreprise, moi, je le vois, j'aimerais pas évoluer plus que ce qu'on est aujourd'hui. Je pense qu'il faut savoir rester à son niveau. Hein. On n'est pas... de toute façon, on ne va pas monter une multinationale ici à Saint-Même. Il vaut mieux rester là, garder le site, et puis continuer, je pense, à faire du bon boulot. Et ça amène derrière des beaux chantiers. Ce qu'il faut faire, il faut continuer à faire du beau travail. Parce que c'est ce qui nous permet de se lever tous les matins, d'être heureux d'aller au travail, parce qu'on sait qu'on va faire des belles choses derrière. Clément, Éléonore, Baptiste et Adrien héritent d'un patrimoine séculaire qui implique une lourde responsabilité. Celle de se porter garant d'un héritage, qu'il s'agisse de savoir-faire ancestraux, de terre ou plus simplement de l'entreprise. C'est sûr que c'est un choix à faire. Hein. Il y en a certains qui n'en auraient pas fait autant, je pense. C'est un peu des sacrifices aussi. Parce que des fois, quand on fait beaucoup de déplacements, donc on voit peut-être pas beaucoup sa famille. Bon, c'est un choix de vie. C'est une fierté parce que l'entreprise Chardon, elle s'est fait un nom à l'heure actuelle, quoi. Du coup, c'est une fierté de pouvoir essayer de continuer à transmettre ce nom, quoi. Ça met un peu la pression aussi parce qu'on se dit faut faire aussi bien que nos pères, quoi. Mais bon, on peut y arriver, je pense. On est 4 à reprendre, mais c'est quand même pas simple. On a chacun notre place, donc c'est vrai qu'on n'empiète pas sur l'un ou l'autre. Du coup, c'est ça qui est bien aussi, mais c'est vrai que ça fout un stress parce qu'ils ont fait tellement bien jusqu'ici leur boulot que nous, derrière, va falloir qu'on assure aussi. L'histoire de l'entreprise, de la famille, ici, est quand même assez forte. C'est trop beau pour être gâché, pour y laisser partir. Donc, et puis c'est ce qu'on aime, hein, tout simplement. Après, ce que je voudrais, c'est vraiment garder ce savoir-faire et puis les traditions à côté aussi. Parce que c'est ce que les anciens nous ont laissé, quoi. C'est un héritage de nos anciens et il ne faut pas les laisser partir aussi. Il reste encore une petite quinzaine d'années d'activité à Éric et Laurent avant la retraite. Alors, en attendant la passation définitive, ils observent avec joie leurs enfants prendre leur envol. Oui, de retravailler aujourd'hui avec les enfants, c'est vraiment un plaisir. Surtout qu'on n'a pas fait beaucoup de choses avec eux dans leur jeunesse parce que nous, on était au travail, toujours au travail. Aujourd'hui, on s'aperçoit il y a certaines choses peut-être qu'on a loupées. Mais là, on a vraiment les 4 enfants donc à l'entreprise. Et aujourd'hui, moi, c'est vrai que de retravailler avec mon fils et puis ma fille, c'est une joie, c'est un plaisir parce qu'en fait, on rattrape un petit peu les années qui ont passé où on n'a rien fait avec eux. C'est la fierté puis d'une vie de travail. Hein, on se dit on n'aura pas fait tout ça pour rien. Penser le temps long et assurer une continuité qui dépasse le cadre de leur propre existence. C'est la recette des Chardons pour donner un sens profond à une vie de travail, certes, mais surtout de passion. On se dit, on vieillit, les enfants sont dans le métier, ils sont déjà à un âge, ils ont déjà appris beaucoup de choses, et puis après on les sent derrière, donc après ça réconforte, et puis on peut se dire, encore quelques années, alors enseigner encore, leur transmettre notre savoir-faire, et puis après on pourra s'en aller tranquille. Nos anciens, ils ont fait des choses, il y a des choses qu'ils n'ont pas finies, il y a des choses qui ne se sont jamais finies, d'autres qui ont été faites, reprises derrière par les générations qui sont arrivées. Et aujourd'hui, je me dis, nous, on a plein de choses à faire, on a beaucoup de projets, peut-être même trop. Et là, aujourd'hui, on commence à se dire, mais on ne va peut-être pas vivre assez vieux pour tout faire. Mais c'est pas grave, parce que quand on sait derrière, il y a une génération qui est là et qui va continuer. Et alors là, le temps, vous dites, là, cette fois, on est tranquille. Après, c'est ça,
C'est ce bonheur-là de dire, après nous, ils sont là.